Bonjour et bienvenue pour ce quatrième épisode de la Reco. Les semaines se suivent et les courses de légende également. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Paris-Roubaix, une course qui occupe une place toute particulière dans le cœur des passionnés de cyclisme à coup sûr. Il s'agit du troisième monument de l'année, celui qui clôture la campagne de Flandrienne. On est tout de suite parti pour la présentation. Paris-Roubaix, c'est avant tout une iconographie unique qui applique un filtre anachronique à une course qui fêtera sa 122e bougie ce dimanche. 260 km à travers les anciens bassins miniers du nord de la France. Et surtout un peu plus de 55 km de pavés répartis en 30 secteurs différents. Les premiers se présenteront devant les coureurs après 96 km de Troisville à Inchy. Le rythme ne va cesser de s'accélérer dans les kilomètres qui suivent, avec des secteurs clés qui ont fait la légende de l'Enfer du Nord. Le secteur numéro 20 pour commencer, situé au kilomètre 154, le secteur d'Aveluy à Wallers, et le dernier secteur précédant la Trouée d'Arambert. Le secteur suivant donc, c'est la Trouée d'Arambert. Situé à une centaine de kilomètres de l'arrivée, il présente une véritable rupture entre les deux parties de la course. De nombreux coureurs y sont victimes de chutes. Pour remédier à cela, les organisateurs avaient introduit une chicane à l'entrée l'an dernier. Cette solution n'a pas été retenue pour l'édition de ce dimanche. L'approche a néanmoins été modifiée avec deux virages à 90 degrés avant d'entrer dans la Trouée d'Arambert. Une décision qui semble être la meilleure option afin de limiter la vitesse à l'entrée de ce secteur. Mais la course au placement, elle, aura bien lieu et ces deux virages seront eux aussi accidentogènes. À la sortie des 2,3 km de la trouée, les coureurs tourneront à gauche sur une grande route linéaire permettant de faire le point sur les forces en présence. Si le vainqueur de Paris-Roubaix n'est pas encore connu, nombre de coureurs ne peuvent plus prétendre à la victoire. Sur les 40 km qui suivent, 7 secteurs pavés s'enchaînent. La difficulté de ces derniers est constante et contribue à rendre la course usante et difficile. Le prochain secteur clé, c'est celui de Mons-en-Pévèle, nouveau secteur 5 étoiles. La difficulté ici réside dans sa longueur, 3 km, ainsi que dans la rugosité des pavés. Des différences y sont souvent faites et peuvent même être accentuées par le faux plat qui se situe à la sortie de ce secteur. Il s'agit d'un des rares dénivelés de ce final et il est souvent exploité par les coureurs. En 2023, Van Der Poel avait testé ses adversaires dans ce faux plat. Le final de Paris-Roubaix est tout à fait exceptionnel également. Deux secteurs majeurs se succèdent à 20 km de l'arrivée et permettent de faire les dernières différences si celles-ci n'ont pas encore été réalisées. Je parle ici du secteur de Canfin-en-Pévèle, classé 4 étoiles, directement suivi par le Carrefour de l'Arbre, ultime secteur 5 étoiles du parcours. On dit que le coureur qui sort en tête du Carrefour de l'Arbre est le futur vainqueur de l'Enfer du Nord. Ce dicton souligne le caractère décisif de ce secteur que l'on peut découper en deux parties. Une première partie technique et rapide jusqu'au virage à 90 degrés sur la gauche qui propulse les coureurs dans un long faux plat montant en direction du restaurant, repère visuel marquant la fin du secteur. Enfin, Paris-Roubaix possède le lieu d'arrivée le plus mythique de la saison cycliste, le Vélodrome de Roubaix. Mythique parce que l'arrivée de la première édition en 1896 s'achevait déjà sur un vélodrome, et bien que celui-ci a été détruit lors de la Première Guerre mondiale, un nouveau vélodrome a vu le jour durant l'entre-deux-guerres et a retrouvé son rôle de théâtre final de Paris-Roubaix dès 1943. Dans son livre classique, Laurent Galinon a écrit ceci au sujet du vélodrome de Roubaix. Paris-Roubaix a façonné sur son anneau de béton une noblesse d'acier où les champions et forçats se côtoient dans le combat le plus pur et le plus inique que la mythologie cycliste ait pu inventer. Cette citation clôture parfaitement cette première partie et s'avère particulièrement importante à l'aube de l'édition 2025. La participation de Tadej Pogačar rend cette édition 2025 parfaitement unique et on aura l'occasion d'en reparler plus largement un peu plus tard. Mais avant ça, direction maintenant l'analyse des éditions 2023 et 2024. Au départ de Compiègne en 2023, 70% des coureurs présents étaient au départ du Tour des Flandres une semaine plus tôt. La Trouée d'Arambert va une nouvelle fois jouer un rôle décisif. Le groupe de tête va perdre Christophe Laporte sur crevaison, un véritable coup dur pour Van Aert qui perd un avantage tactique sur ses rivaux. Derrière, une grosse chute va couper le peloton. Asgreen et Van Baarle sont notamment impliqués. La course est à ce moment-là décomptée. Les principaux favoris ont réussi à s'extirper et la situation profite à la formation Alpecin de Koninck, seule équipe représentée par 3 coureurs à l'avant. Dans les secteurs qui vont suivre, Van Der Poel multiplie les accélérations comme dans Mons-en-Pévèle. Van Aert est dans la roue et Philipsen semble très fort pour combler l'écart. La course va finalement se jouer dans les 2 km du Carrefour de l'Arbre. Jasper Philipsen rentre en tête, imprimant un gros rythme afin d'empêcher les attaques. Puis après l'enchaînement de virages dans les premiers mètres, Van Der Poel veut accélérer. Seulement, le pavé est fortement dégradé et au moment de dépasser Degenkolb, Philipsen se rabat sur son coéquipier et engendre la chute du coureur DSM.
Van Aert, qui était dans sa roue, change de trajectoire et se retrouve en tête de groupe. Il accélère donc lui-même, profitant de ce fait de course. Il passe le virage à 90 degrés en tête, avec quelques mètres d'avance sur Van Der Poel. Seulement, il crève dans ce virage et est contraint de poursuivre jusqu'à la sortie du secteur avec cette contrainte. On le voit parler à l'oreillette alors que Van Der Poel recolle à sa roue. Contraint de s'arrêter à la sortie du secteur pour changer sa roue, Van Aert laisse s'envoler de la victoire sur le 3e monument de l'année. À l'entrée du Vélodrome, Van Der Poel peut profiter. Il remporte là son 4e monument, le second de l'année en 2023 après sa victoire sur San Remo. L'édition 2023 représente bien ce que peut être Paris-Roubaix, une course particulièrement exigeante, courue de plus en plus vite année après année. Une course qui est rendue encore plus excitante par les risques engendrés par les secteurs pavés, aussi bien les chutes que les crevaisons. L'an dernier, les choses étaient un peu différentes. Van Der Poel était évidemment l'immense favori après son triomphe sur le Tour des Flandres une semaine plus tôt. Mais l'absence de Van Aert avait considérablement réduit le suspense, même si Paris-Roubaix est certainement la course la plus incertaine de l'année. Et comme on a l'habitude de voir ces dernières années, la course est lancée de loin par l'équipe alpecin de Van Der Poel. À 160 km de l'arrivée, des cassures s'opèrent à la sortie des premiers secteurs. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, ils sont qu'une trentaine à s'avancer en face de la trouée d'Arambert. Le fait que le peloton soit déjà grandement réduit permet un passage facilité de la nouvelle chicane à l'entrée du secteur. Au milieu de la trouée, Van Der Poel accélère et seuls Pedersen, Van Dijk et Philipsen peuvent le suivre. Mais une fois tourné à gauche sur la grande route, Philipsen est victime d'une crevaison et le champion du monde n'insiste pas. Ce dernier connaît l'importance de son coéquipier dans le final. Gianni Vermeersch, aussi coéquipier de Van Der Poel, va lui aussi être extrêmement important dans les kilomètres qui vont suivre. Après Arambert, il y a une période de transition avant de rejoindre les prochains secteurs importants comme Orchy puis Mont-Saint-Pével. Sur cette période, Pedersen va crever sur un secteur et va prendre plusieurs kilomètres avant de rentrer. Puis finalement, le groupe de Pidcock parvient lui aussi à revenir avant d'entrer sur le secteur d'Orchy à 60 km de l'arrivée. Et c'est ici que la course va déjà prendre une tournure définitive avec l'attaque supersonique de Van Der Poel à plus de 55 km/h sur les pavés. Le tenant du titre va très rapidement prendre une minute d'avance sur ses poursuivants. Et à l'entrée du carrefour de l'Arbre, Van Der Poel possède presque 3 minutes d'avance sur Philipsen, Pedersen, Kung et Nils Politt. C'est une véritable haie d'honneur qui va l'accueillir sur plus de 2 km. À l'entrée sur le Vélodrome, Van Der Poel entre sereinement pour effectuer le tour et demi qui lui reste. Il devient alors le premier coureur à remporter 2 éditions de Paris-Roubaix consécutivement depuis Tom Boonen. Ces 2 éditions permettent de sortir quelques conclusions. La première d'entre elles est que Van Der Poel a fait de Paris-Roubaix sa course de référence ces 2 dernières années. Alors oui, en 2023, la crevaison de Van Aert a considérablement affecté le final de l'épreuve. Mais l'an dernier, il n'y avait rien à dire à part bravo. Ces 2 dernières années, Van Der Poel a parfaitement su jouer ses cartes, notamment en 2023 où Philipsen aborde le carrefour de l'Arbre en tête. L'an dernier, ce même Philipsen a une nouvelle fois répondu présent en contrôlant tous les outsiders derrière et en jouant sa propre carte dans le secteur de Gruson avant de finalement se relever. Il va malgré tout monter une nouvelle fois sur le podium et offrir à l'équipe alpecin un second doublé consécutif du jamais vu. Le troisième et dernier enseignement concerne ce fameux facteur chance ou réussite. Alors oui, il y a des coïncidences et des coups du sort bien sûr. Mais force est de constater que Van Der Poel parvient à passer outre les chutes et les crevaisons sur Paris-Roubaix depuis sa première participation. Ses principaux adversaires, au-delà de ne pas pouvoir rivaliser physiquement, ont souvent été éliminés sur un incident ou une chute. Van Der Poel a aussi construit ses succès sur sa régularité et son aisance sur les pavés, ce que peu de coureurs peuvent réussir à accomplir. Mais le Paris-Roubaix que nous allons voir a un goût tout particulier avec l'ensemble des spécialistes à leur meilleur niveau et un nouveau prétendant, le récent vainqueur du Tour des Flandres, Tadej Pogačar. On va voir cela dans la section pronostic. Dimanche dernier, on a assisté à un deuxième duel entre Van Der Poel et Pogačar. On a été témoin d'un récital de la part du Slovène. Van Der Poel n'a pas su l'accompagner dans le dernier passage du Vieux Quarmont, comme cela avait pu être le cas en 2023. Et on le sait depuis quelques semaines maintenant, Pogačar participera ce dimanche à son premier Paris-Roubaix. Un choix qui a été grandement discuté par les suiveurs et au sein même de son équipe. Mais ce choix est bien celui de Pogačar dans la perspective de devenir le coureur ultime et de briller sur l'intégralité des courses d'envergure. Sa participation était qu'une question de temps, mais tout cela s'est précipité et le verdict aura bien lieu ce dimanche 13 avril. La dernière fois qu'un tenant du titre du Tour de France est aligné au départ de Paris-Roubaix, cela remonte à Greg LeMond en 1991. Et le dernier vainqueur du Tour de France et vainqueur de l'Enfer du Nord, c'est tout simplement Bernard Hinault et avant lui Eddy Merckx ou encore Fausto Coppi, les plus grands coureurs de l'histoire. Alors Pogačar peut agacer les suiveurs par sa domination depuis plusieurs années, mais on ne peut pas lui enlever ses prises de risque, la participation à Paris-Roubaix étant le dernier palier à franchir. Maintenant que l'on a dit ça, qu'attendre de la première participation de Pogačar au départ de Compiègne? On sait que le Slovène a réalisé plusieurs reconnaissances sur les pavés du Nord, la dernière en date la semaine dernière. Pogačar est à l'aise sur les pavés, comme on le voit depuis plusieurs années sur le Tour des Flandres ou encore sur l'étape des pavés du Tour de France 2022. Son gabarit ne l'avantage pas évidemment, mais son niveau de forme au-dessus du lot et ses qualités techniques en feront au minimum un outsider et même un favori pour certains.
Enfin, un dernier point qui pourrait compter, l'équipe UAE XRG alignera plusieurs spécialistes autour de Pogačar pour l'entourer au mieux. Je pense ici à Nils Politt, Florian Vermeersch et Tim Wellens, si ce dernier est suffisamment remis de sa chute survenue lors du Tour des Flandres dimanche. Mais le grand favori, et pour plusieurs raisons, c'est évidemment Van der Poel. Le néerlandais n'a pas su suivre Pogačar sur le Tour des Flandres, mais il a enchaîné un 8e podium lors de ses 9 derniers monuments disputés. Et après une démonstration de résilience sur Milan-San Remo, il arrive ici sur un terrain à son avantage face à son plus grand adversaire. Comme j'ai pu le dire précédemment, Van der Poel a fait de Paris-Roubaix son terrain de jeu favori. Il a ultra dominé l'édition 2024 et ses atouts sont multiples. Il est le meilleur au monde techniquement avec une impression visuelle stratosphérique sur les pavés où on a l'impression qu'il survole les difficultés. Il est également au-dessus du lot physiquement même si la présence de Pogačar et d'autres outsiders dont je vais vous parler après tend à réduire cet écart. Et enfin, il possède l'une des, si ce n'est la meilleure équipe autour de lui. Une équipe qui lui est 100% dédiée et qui correspond parfaitement au scénario de course de ces dernières années. Van der Poel s'avance alors en qualité de favori numéro 1 avec l'objectif d'aller décrocher un 3e Paris-Roubaix consécutif, un exploit seulement réalisé par Octave Lapise et Francesco Moser, une performance d'un autre temps. Et comme pour les 3 premiers épisodes de la reco, derrière les deux ovnis, on retrouve plusieurs outsiders. Seulement, pour Paris-Roubaix, l'écart entre ces deux groupes de coureurs est bien plus restreint. J'ai en premier lieu envie de parler de Wout van Aert. La semaine dernière, je disais qu'il s'avançait pour la première fois sur le Tour des Flandres comme outsider et non plus comme favori. Lui-même défendait cette position en conférence de presse d'avant-course. Mais sa performance dimanche a vraiment été impressionnante. Alors oui, il n'a pas été au niveau de Pogačar et Van der Poel sur les monts, mais qui peut prétendre avoir atteint ce niveau? Il a été plusieurs fois distancé et il est revenu à chaque fois jusqu'à être le meilleur des autres dans le dernier passage du Vieux-Quarmont. Sa forme ascendante lui a permis de rejouer les premiers rôles et de se rassurer avant son véritable objectif de ce printemps, Paris-Roubaix. L'Enfer du Nord est la course qui lui correspond le mieux et ce serait un crève-cœur qu'il ne parvienne jamais à soulever le pavé du vainqueur dans le Vélodrome. Il a souvent été victime de malchance sur Paris-Roubaix, la dernière en date avec sa crevaison à la sortie du carrefour de l'Arbre. Mais il est temps de conjurer le sort et de connaître enfin l'alignement des planètes pour jouer la victoire à Roubaix. L'espoir est revenu avec sa 4e place sur le Tour des Flandres et rien que pour ça, j'ai extrêmement hâte de le suivre ce dimanche. Et puis, si on devait sortir 3 autres noms, il s'agirait de Kung, Ganna et Pedersen, les mêmes acteurs qui ont joué les premiers rôles sur les classiques flandriennes de ce printemps et de ces dernières années également. Pedersen, c'est une 4e et une 3e place lors de ses 2 dernières participations. Stephen Kung est quant à lui sur une série de 3 top 5 depuis 2022. Il s'agit de 3 coureurs qui seront évidemment présents dans le final dimanche prochain, avec l'espoir de pouvoir renverser l'ordre établi. Cet ordre qui fait que Van der Poel et Pogačar ont remporté 14 des 18 derniers monuments disputés, une dictature tout simplement. Voilà le tableau des favoris, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Difficile d'établir une hiérarchie entre tous ces coureurs. Mon favori, comme pour le Tour des Flandres, ça sera Mats Pedersen. Il tourne autour depuis plusieurs années. Il a toujours du mal à accompagner les tout meilleurs sur les monts flandriens, mais sur Paris-Roubaix, il a l'occasion de faire parler sa puissance et d'enfin décrocher ce monument qui manque encore à son palmarès. Merci d'avoir regardé ce 4e épisode de la reco. On a la chance d'avoir cette année un 3e monument consécutif avec du suspense et l'ensemble des favoris à leur meilleur niveau. J'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi pour cette 122e édition. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode, cette fois-ci consacré à l'Amstel Gold Race. A bientôt.